Jusqu'à la fin des années 1990, on ne refermait pas le corps. En 1998, en Belgique, une loi a modifié l'article 44 du Code d'instruction criminelle, prévoyant que les proches sont autorisés à voir le corps du défunt après l'autopsie, ce qui implique que le corps doit être visible et donc recousu. Suite à la promulgation de cette loi, certaines techniques d'autopsie ont dû être adaptées car elles étaient trop délabrantes. J'ai coutume d'expliquer à mes étudiants que nous sommes passés d'une société rationnelle à une société où l'émotionnel prend la main. En toute rationalité, recoudre un corps qui va être incinéré ou enterré est du travail inutile, mais le respect dû aux morts et à ses proches impose aujourd'hui que nous remettons le corps dans l'état où nous l'avons reçu. Les coutures en plus. La société évolue et nous aussi. Je n'imaginerai plus rendre un corps qui ne serait pas recousu. Alors que j'achève l'autopsie, j'apprends que l'auteur, le cocu, a été appréhendé, ce qui me permet de l'examiner, mais aussi de faire une reconstitution à chaud. L'examen ne montre aucune lésion. L'homme indique ne pas avoir relevé que la victime portait un couteau. C'est donc vraisemblablement par hasard que le couteau se trouvait près du corps. L'auteur refait tous ses gestes tels qu'il s'en souvient et explique. À un moment, j'ai senti que la serpette s'était enfoncée dans le cou. Et vous avez fait quoi ? Demande le juge d'instruction. Je l'ai retiré et j'ai vu qu'il saignait beaucoup. Alors j'ai eu peur et je suis partie. Et vous n'avez pas pensé à faire appel au secours ? Non, je me suis enfuie. J'étais paniquée. Le juge d'instruction ajoute un point à ma mission, celui de préciser si l'avenir de la victime aurait été différent si les secours avaient été appelés. Vu les dégâts relevés et la rapidité du décès, je réponds par la négativité. Je n'ai connu que 2 cas que je pourrais qualifier de véritables miracles. Je raconte l'un des deux dans mon premier livre, Les morts ont la parole, au chapitre Histoire de cour d'assises. En résumé, un homme a eu une partie du cœur, le ventricule droit, arraché par un coup de ramequin, mais une ambulance qui passait devant sa maison au moment des faits l'a immédiatement chargé et conduit à l'hôpital qui se trouvait à 200 mètres de là, où des chirurgiens cardiaques finissaient une opération et l'ont à leur tour immédiatement pris en charge. Il a survécu et a même pu assister au procès de son auteur, l'amant de sa femme. Et oui, le cul et les écus. L'autre cas est celui d'une dame, voisine de mes parents, à qui je rendais visite en salle d'hospitalisation, de chirurgie vasculaire, alors qu'elle venait d'être opérée de la carotide gauche. À l'époque, j'achevais mes études
de médecine et alors que je discutais avec elle, elle a commencé à étouffer et son cou a gonflé. Puis elle a perdu connaissance. Au moment où je retirais le pansement qui couvrait son cou, devenu bien rouge. Tout à coup, j'ai vu des écoulements de sang par les points de suture. J'ai sorti le lit dans le couloir et atteint le chariot de Réa et tout en appelant au secours, ai pris une paire de gants, un scalpel et ai fait sauter les fils, ce qui a rouvert la plaie. J'ai alors mis mes doigts dans la plaie pour comprimer la carotide et l'empêcher de saigner. Sous la décompression de son cou qui a permis la respiration, la femme a repris ses esprits. Tandis que j'avais mes doigts dans son cou, je lui ai dit de ne pas paniquer. Je lui ai expliqué ce qu'il s'était passé et ce que je faisais. Elle a compris, n'a plus bougé, faisant preuve d'un sang-froid exceptionnel. J'appelais toujours à l'aide, mais personne ne venait, jusqu'à ce qu'un anesthésiste qui passait par là nous découvre. Il a poussé sur le bouton Alerte Réa et tout s'est enchaîné. On a emmené la voisine en salle d'opération où elle a été immédiatement reprise. J'avais toujours mes doigts dans son cou quand on a fait le champ opératoire pour pouvoir poser un clamp. Elle a survécu et m'a offert un marteau réflexe en remerciement. Je l'ai toujours dans ma trousse. Les égorgements ne sont pas légimes mais sont toujours fort impressionnants par la quantité de sang qui se déverse ainsi que par les lésions elles-mêmes. Docteur, j'ai un mort pour vous. Enfin, c'est plutôt une morte. Il y a du sang partout. C'est une dame qui a été égorgée. Son fils nous dit que c'est un suicide, mais je vous avoue être perplexe et je préférerais que vous alliez voir. Me voilà de nouveau sur les routes. En 10 minutes, je suis sur place. Les policiers sont sur le seuil. C'est Hadza, un policier d'origine serbo-croate que je connais depuis de nombreuses années, très sympa, qui m'accueille. Docteur, on est content que tu sois là, parce que c'est un peu spécial. Bonjour les gars. Hamza, qu'est-ce que tu appelles spécial? C'est une dame égorgée. Son fils dit qu'il l'a trouvée comme ça en rentrant, qu'elle avait un couteau en main. Mais la plaie est vraiment grande et je n'ai jamais vu ça. Allez, montrez-moi. Hadza me mène au salon où, au sol, dans une mare de sang, se trouve le corps d'une dame âgée d'une 70aine d'années, toute maigre. En examinant la pièce, je vois des projections de sang au plafond et sur les murs avoisinés, qui indiquent d'une part qu'elle n'a pas changé de place. Elle est morte là où les coups ont été portés, et d'autre part qu'il s'agit d'un saignement artériel, car aucun saignement veineux n'a la pression nécessaire pour réaliser de telles projections. Vu celle-ci et la masse de sang qui les consiste, celui-ci ne peut provenir que d'une grosse artère comme la carotide.
La dame est en chemise de nuit, toute maculée de sang sur sa face intérieure, et elle tient un couteau dans la main droite. J'examine le corps sans y toucher, car s'il s'agit d'un meurtre, il va y avoir une descente et le labo va intervenir pour évaluer les traces. Il ne faut donc pas perturber ce qui pourrait être une scène de crime. Dans ce cas-là, je ne touche à rien et j'examine ce qui est accessible. Et dans le cas présent, c'est la plaie du cou qui s'offre à ma vue. La victime étant couchée sur le dos. C'est une grande plaie en 2 pans et d'après ce que je vois, c'est bel et bien un meurtre, sans le moindre doute. Je déclenche donc la descente criminelle. Je sais déjà que j'en ai pour un minimum de 2 heures d'attente. Il faut compter le temps que tout le monde arrive, la PJ, les magistrats, et surtout que le labo ait achevé son relevé. Avec le temps, j'ai appris la patience et surtout à profiter de ce temps pour faire quelques courses, quand c'est possible, pour visiter les villes et villages où le sort m'amène, pour prendre un espresso au bistrot du coin, en lisant un bouquin que j'ai toujours soin d'emporter avec moi ou pour aider le labo quand c'est nécessaire. J'invite Hamza à prendre un café. On discute de tout et de rien, de nos familles, de notre vie, de nos projets. Surtout lui qui arrive en fin de carrière et qui prépare sa retraite. Ce sont des moments suspendus, ceux où on apprend à connaître les gens que l'on croise régulièrement sans vraiment avoir le temps de s'y intéresser. Le labo a terminé, les magistrats sont là. La PJ a déjà interrogé le fils, qui insiste beaucoup sur le fait que sa mère était dépressive, suicidaire. Même, une fois dans la maison, j'y cherche les médicaments. Je trouve une boîte sur la table de la cuisine qui contient quelques médicaments à prendre chaque jour. Un hypocholestérol aimant et un hypertenseur. C'est tout. Pas de médicaments à visée psychotrophe. D'antidépresseurs, ni même de somnifères. Un peu bancale la thèse de la dépressive suicidaire. Je reprends alors mon examen interrompu. La plaie s'étend sur la largeur complète du cou, avec un point de départ sous l'angle de la mandibule à gauche, qui s'étend vers la droite, et le bas jusqu'à la même région qu'à gauche, puis repart à l'horizontale vers la gauche, en créant une autre plaie inférieure qui va plus loin que le point de départ de la première plaie. J'identifie le point de départ de cette double plaie à cause de son aspect en queue de poisson, dessinant un petit triangle de peau qui pend vers la plaie, comme une pointe dirigée vers elle, ce qui signifie que le bord non tranchant de la lame était suffisamment large pour créer cette structure typique. Dans ce cas, le bord non tranchant était
orientée vers la gauche et la lame a créé la lésion vers la droite. Elle est allée vers la droite et le bas puis est revenu horizontalement vers la gauche. Ce qui est pratique avec ce genre de lésion, c'est que l'autopsie est déjà faite. Il n'y a plus qu'à regarder et ce que je vois est édifiant. En entrant à gauche, la lame a sectionné la carotide et la jugulaire. S'est dirigée vers la droite où elle a sectionné les mêmes structures, puis est revenue vers la gauche jusque plus loin que son point d'entrée. Avec une telle profondeur de lésion, la lame a été introduite perpendiculairement à l'axe, ce qui est la preuve d'une certaine détermination. Mais ce n'est pas tout. Les bords de la partie de la plaie qui revient de la droite et s'étend vers la gauche montrent des encoches tout du long, de centimètre en centimètre. Il n'y a qu'une manière d'expliquer de telles lésions. L'auteur a fait des mouvements d'avant en arrière avec le couteau, comme pour scier la peau, et cela se comprend, vu les régions anatomiques traversées. La plaie supérieure est passée à travers des tissus mous, des muscles et du tissu conjonctif qui ne demande pas de force particulière. Par contre, pour réaliser la plaie inférieure, le couteau a dû sectionner la trachée, c'est-à-dire un tissu cartilagineux bien plus résistant que du tissu mou et qui a imposé à l'auteur de la scier, ce qui a donné à la peau cette encoche caractéristique. Voilà pourquoi je suis sûre qu'il s'agit d'un meurtre. En cas de suicide, la victime aurait dû sectionner les deux paquets vasculo-nerveux du cou, ce qui serait une première dans les analyses de la médecine légale. Puis, elle se serait échaînée alors qu'elle était inondée de sang et en train de perdre connaissance, à scier sa trachée. Comme on dit, si tu crois celle-là, je t'en raconte une autre. L'autopsie réalisée le jour même nous montrera rien de plus. L'enquête démontrera que le fils a tué sa mère dans un accès de colère. Il vivait chez elle depuis que sa copine l'avait mis à la porte, car il buvait et se droguait, ce qu'elle ne parvenait plus à supporter. On ne saura jamais ce qui a déclenché sa colère, mais sa mère l'a payé de sa vie. Les suicides à l'arme blanche sont tellement rares qu'ils sont exceptionnels. Je n'en ai que très peu connus. Je raconte l'un d'entre eux dans mon 3e livre, La mort en face, au chapitre Oufti. C'est l'histoire de cette dame qui se poignarde en plein cœur devant des ambulanciers.
médusé. J'ai aussi connu le cas d'un jeune homme, malheureusement atteint de schizophrénie, ayant choisi de mettre fin à ses jours de cette manière-là. Tout a commencé, comme d'habitude, par un coup de téléphone. « Docteur, j'ai un cadavre pour vous. Ne vous inquiétez pas, c'est un suicide, mais il est un peu spécial. Je vous y envoie pour fermer toutes les portes. » Je n'ai jamais compris cette phrase. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais été inquiet de voir un cadavre. C'est plutôt le meurtrier, quand il y en a un, qui devrait être inquiet. Sur place, les policiers me conduisent au 5e étage d'un building avec ascenseur. La porte de l'appartement de droite est ouverte et un policier m'accueille. Cet appartement est transversal. Le living donne sur la rue et les chambres à l'arrière. Le défunt se trouve dans l'une des 2 chambres. Aucune possibilité d'atteindre la chambre par la fenêtre et la seule porte de la chambre était fermée à clé, sans qu'il soit possible d'y mettre 2 clés. Les policiers ont dû défoncer la porte. Ils ont fouillé les lieux sans trouver le meurtrier qui se serait caché dans une armoire ou sous un lit. Ce qui aurait été stupide vu qu'il avait tout le temps de s'enfuir. Il y a plus de 20 ans, j'ai été appelée pour un meurtre, celui d'une femme tuée par balle par son mari. Un féminicide de plus. Les voisins avaient fait appel à la police car le couple se battait avec beaucoup de violence, ce qui faisait beaucoup de bruit. C'est l'enfant du couple qui est venu ouvrir la porte aux policiers. Au même moment, un coup de feu a retenti à l'étage. Les policiers ont gravi les marches 4 à 4, ont trouvé l'épouse au pied du lit, lui ont apporté les premiers secours, ont appelé le SAMU, qui n'a pas tardé à arriver. Malheureusement, elle est décédée. La balle lui ayant touché, on le saura à l'autopsie, l'artère l'aorte à sa sortie du cœur, ce qui ne lui laisserait que fort peu, voire quasiment aucune chance de survie. Les lieux sont devenus scènes de crime et ont été sécurisés par la police. Le juge d'instruction a été prévenu, m'a requis ainsi que le labo et l'expert en balistique. Je suis arrivée sur place en même temps que le labo et j'ai enfilé la combi blanche pour aider le technicien
du labo. En attendant qu'il prépare le matos, j'ai fait un tour de la pièce et j'ai ouvert les armoires. Et là, surprise, sur qui je tombe? Sur le mari, qui avait encore son flingue en main. Il m'a bousculé pour passer, a poussé le technicien du labo et s'est enfui par l'escalier qu'il a dévalé le plus vite qu'il pouvait. Mais il a été arrêté par les policiers qui se tenaient au bas des marches et qui ont crié, avaient alerté. Le corps est couché sur le lit, les 2 pieds au contact du sol. À ses pieds, une importante mare de sang, essentiellement à droite. Ses chaussures sont couvertes de sang. Dans la main droite, il tient un couteau, fin à la lame bien aiguisée. Je le déshabille. Je lui fais un prélèvement de sang et d'urine à des fins d'analyse toxicologique. Et je prends sa température rectale pour tenter d'évaluer le moment du décès. Ensuite, je réalise l'examen extérieur. L'examen du dos ne révèle aucune lésion, contrairement à la face intérieure qui, à hauteur du cou, présente 4 lésions étagées, parallèles entre elles et perpendiculaires à l'axe du cou. En clair, 4 plaies traversent le cou, de gauche à droite, et elles sont très intéressantes à regarder. La première est superficielle. Elle témoigne d'un essai. La victime a tenté une plaie pour voir si ça faisait mal. Et nous savons tous comme une coupure peut être douloureuse, surtout quand elle est superficielle. Celui qui s'est déjà coupé avec une feuille de papier sait de quoi je parle, mais il n'y a que les couches superficielles qui font mal, car ce sont les seules innervées. La douleur est donc la même, quelle que soit la profondeur de la plaie. La deuxième est un essai plus profond, par vague. Il a enfoncé le couteau, a poursuivi moins profondément. L'a enfoncé à nouveau, a poursuivi moins profondément. L'a enfoncé à nouveau, puis a scié le tout sur 15 cm de long, sans jamais dépasser la profondeur des muscles du cou. Le troisième est d'une seule traite, sur 8 cm de long. Il a enfoncé le couteau de plus en plus profond, par paliers successifs, sans dépasser la profondeur des muscles du cou, soit moins d'1 centimètre. La quatrième fait aussi 15 cm de long et déborde carrément dans le cou à droite. Il a enfoncé le couteau et comme il était un peu bas, il a dû traverser la trachée et ses anneaux cartilagineux plus précisant que la peau et les tissus musculaires. Comme dans le cas précédent, il a scié
la trachée, puis plus loin à droite. Alors que la trachée était coupée, il a sectionné les vaisseaux du cou, carotide et jugulaire. Comme il n'y a pas de projection de sang au plafond ni au mur, mais juste un écoulement au sol, il a dû tenter son cou fléchi, ce qui a eu pour effet de neutraliser les jets de sang artériel et les a transformés en un fluide sanguin massif, mais sans grande pression. Comme la lésion saignait du cou était à droite, il est normal que la mare de sang qui s'étend à ses pieds soit située plutôt à droite. Je montre les photos de ces 3 cas à mes étudiants chaque année, car ils sont très représentatifs des caractéristiques de chacune des hypothèses: accident, meurtre, suicide. Ce sont des cas d'école. Je préfère les gants bleus, mais je n'ai pas encore trouvé la marque qui me convient dans cette couleur. Partie inférieure des fesses, plus précisément région des tubérosités. Ici squelettique, les os pointus situés à la base du bassin sur lequel on s'assit. On les sent quand on est sur une surface dure.